Avez-vous déjà essayé d'apporter un simple miroir de 2 mètres sur 2 mètres dans un appartement? Quiconque a déjà entrepris des travaux ou un déménagement connaît cette terreur glaçante. Un mouvement maladroit, le moindre faux pli du cadre, un choc accidentel contre le chambranle, et la fragile vitre vole en éclats, des milliers de débris. Nous disposons de ventouses à vide, de fourgons à suspension amortissante, d'un bitume parfaitement plat, et même avec tout cet arsenal, transporter une grande plaque de verre reste une prouesse d'ingénierie des plus complexes. Maintenant, transportez-vous mentalement au XVIIIe ou XIXe siècle. On nous dit qu'à l'époque, on se déplaçait en charrette, on éclairait les foyers à la bougie et on soignait le rhume par des saignées. Mais il suffit d'entrer dans n'importe quel palais de cette époque qui a survécu, Versailles en France, les palais de Peterhof, les vieilles demeures d'Italie, pour découvrir quelque chose qui bouleverse complètement cette image primitive. Là, se trouvent des miroirs monolithiques. Non pas composés, non pas collés pièce par pièce, mais des panneaux de verre d'une seule pièce, de 3, 4, voire 5 mètres de haut. Ils occupent les trumeaux, du sol jusqu'au plafond. Et c'est là que commence la zone de silence total des historiens. On nous propose simplement de passer notre chemin en admirant le savoir-faire de nos ancêtres et sans poser de questions dérangeantes. Mais nous allons les poser tout de suite. D'où viennent ces technologies? Comment est-il techniquement possible de créer une surface parfaitement plane de cette taille dans des conditions où, selon la version officielle, le sommet du progrès était la machine à vapeur? Ce n'est pas une curiosité oiseuse. C'est une question qui fait s'effondrer toute la chronologie habituelle. Car un miroir d'une seule pièce de 5 mètres n'est pas un bibelot élégant, mais un objet qui exige une précision industrielle. Et pour comprendre à quel point ce mystère est profond, il faudra mettre de côté l'admiration et activer le calcul froid, la résistance des matériaux et la science des matériaux. Commençons par le tout début de la chaîne, par la manière dont un tel verre a pu être coulé. La version officielle veut que les miroirs aient été fabriqués selon la méthode de l'amalgame au mercure, ce qui était déjà en soi un processus infernal. Les ouvriers dépassaient rarement 30 ans, s'éteignant empoisonnés par les vapeurs de mercure. Mais laissons de côté les hommes pour l'instant et tournons-nous vers la physique pure. Pour obtenir un miroir, il faut verser du verre en fusion sur une surface parfaitement plane, puis, après refroidissement, le polir à la main. Imaginez une table de coulée de verre de 5 mètres de long au XVIIIe siècle. De quel matériau devrait-elle être faite pour ne pas se déformer sous la chaleur de la masse en fusion? Le métal se dilate et se gauchit sous l'effet de la chaleur. Le bois brûle tout simplement. La pierre se fissure sous les variations de température. Et la moindre irrégularité de cette table, et le miroir sortirait tordu, comme dans un miroir déformant, étirant et brisant le reflet. Mais les miroirs du palais sont parfaits. Ils ne déforment pas l'espace, ne font pas onduler les bords, et possèdent une pureté et une transparence difficiles à atteindre, même dans les usines modernes dotées d'un contrôle qualité informatisé. C'est une contradiction directe. Un procédé artisanal, sur un équipement imparfait, ne peut physiquement pas produire une planéité irréprochable sur une surface d'une quinzaine de mètres carrés. Mais supposons l'incroyable. Supposons que d'illustres inconnus, dont aucun plan n'a été conservé, aient tout de même réussi à couler une telle pièce dans un atelier exigu. Se pose alors une deuxième question, qui achève de ruiner la version officielle. Et cette question ne porte même pas sur la fabrication, mais sur le transport. Comment livrer le panneau fini de l'atelier au palais sans le réduire en un tas d'éclats en chemin? Rappelez-vous à quoi ressemblaient les routes de cette époque. De la boue, des ornières profondes, des nids de poules, des pavés. Le transport, une charrette en bois ou une calèche sur des roues en bois cerclées de fer. Ni pneus, ni suspension hydraulique. Un cahotement tel que les passagers en claquaient des dents. Et voilà que, sur ces chemins défoncés,
On nous demande de croire qu'on transportait de fragiles feuilles de verre pesant des centaines de kilos. C'est physiquement impossible, et n'importe quel ingénieur expliquera pourquoi. On ne peut pas poser un miroir à la verticale. Le centre de gravité est trop haut, et la charrette se renverserait au premier virage. Le poser à plat non plus. Au moindre fléchissement du châssis sur la première bosse, la plaque éclaterait sous son propre poids. Et la vibration continue du mouvement sur les pavés ou une ornière séchée aurait brisé un tel verre dès les 100 premiers mètres. Aucune grande plaque ne serait simplement arrivée intacte à destination. Pourtant, les miroirs sont là. Ils sont dans les palais depuis des centaines d'années, survivant aux révolutions et aux guerres. Et cela force à reconsidérer les fondements mêmes de notre vision du passé. Si ces objets ne pouvaient être ni fabriqués par les méthodes connues, ni transportés par des attelages, il ne reste qu'une seule conclusion. Soit ils n'ont pas été apportés, ils se trouvaient déjà dans ces bâtiments, soit les technologies de fabrication et de transport étaient à un niveau dont nous ne rêvons même pas aujourd'hui. Puis ces connaissances ont été délibérément effacées, retirées et oubliées. Et le plus curieux, c'est que la physique pointe exactement dans la même direction. Il suffit de scruter l'épaisseur même du verre, et il devient évident qu'il n'est pas né dans un atelier artisanal à la chandelle, mais dans une production d'un niveau que cette époque, officiellement, n'aurait pas pu avoir. La transparence d'un verre de cette taille exige une température de fusion de plus de 1500 degrés et un environnement sous vide, afin d'éliminer les bulles d'air de la masse. Où trouver, au XVIe siècle, une chambre à vide de la taille d'une pièce. On nous parle de fours à bois et à charbon, mais il est impossible de faire fondre une telle quantité de sable de quartz jusqu'à un état liquide homogène avec du bois. Il faudrait des brûleurs industriels au gaz ou des fours à arc électrique. Et l'absence de bulles dans l'épaisseur de ces géants de palais, c'est carrément la condamnation de la version officielle. À la main, en remuant la masse visqueuse avec un bâton, il est en principe impossible d'en chasser tout l'air. Nous avons affaire à une production industrielle du plus haut niveau. S'ajoute à cela l'énigme du polissage. Pour obtenir un reflet de miroir, on amène la surface à un état parfaitement plan, au micromètre près. Si l'on frotte le verre à la main avec des blocs de bois et du sable sur une surface de 10 à 15 mètres carrés, la main laissera inévitablement des lentilles et des creux. Il est impossible de maintenir une pression uniforme sur une telle surface, et le reflet ondulerait, transformant le visage en grimace. Mais les vieux miroirs reflètent impeccablement, sans déformer la géométrie sur les bords. Cela signifie que le traitement était mécanisé, sur des complexes de polissage de haute précision avec fixation rigide de l'outil, capable de maintenir un plan sur plusieurs mètres de long. Et voici une date à retenir. La technologie du verre plat, lorsque le verre fondu est versé sur une surface d'étain liquide, n'a officiellement été inventée qu'en 1959. Avant cela, le verre était soi-disant soufflé, mais il est impossible de souffler d'un souffle une feuille de plusieurs mètres, et les parois seraient d'épaisseur inégale. Or, dans les miroirs de palais, l'épaisseur est uniforme sur toute la surface. Cela signifie que la technologie existait bien avant le XXe siècle, puis a disparu. Il y a eu un recul, nous avons dégénéré. Et ce même recul est visible dès que l'on examine de près le revêtement réfléchissant. On nous dit que les miroirs étaient recouverts d'amalgame, un alliage de mercure et d'étain, qu'on les coulait avec du mercure. Mais faisons le calcul. Pour recouvrir toute une galerie des glaces dans un palais, il faut des tonnes de mercure, un métal rare et extrêmement toxique. Où sont les mines de mercure capables de fournir de tels volumes à ces époques? Où sont les chaînes logistiques, puisque le transport d'un métal liquide est déjà en soi un défi d'ingénierie à part entière? Mais le plus effrayant n'est même pas là. Le mercure s'évapore déjà à température ambiante. Si les palais avaient vraiment abrité des centaines de mètres carrés d'amalgame de mercure à l'air libre, ces bâtiments
se seraient transformés en chambres à gaz. Tous leurs occupants, rois, empereurs, leurs familles, favorites, enfants, serviteurs, auraient souffert d'un empoisonnement chronique. Chute des cheveux, perte de raison, insuffisance rénale, un déclin douloureux touchant des familles entières. Oui, on nous dit que l'aristocratie dépérissait, mais des symptômes aussi spécifiques d'une intoxication massive au mercure n'auraient pas pu être cachés. Et les chroniques ne mentionnent nulle part que, dans les palais, tout le monde perdait la raison et s'éteignait de défaillance organique de cette manière précisément. Cela amène à penser que le revêtement des miroirs anciens n'est pas du tout le simple amalgame de mercure des manuels scolaires. L'analyse spectrale de certains échantillons, menée par des chercheurs indépendants, révèle de l'argent, du titane et même des métaux des terres rares, appliqués par pulvérisation sous vide. La pulvérisation sous vide, à l'époque des carrosses et des perruques, semble absurde uniquement à ceux qui croient au programme scolaire. Pour ceux qui regardent les faits en face, c'est une trace évidente de haute technologie. Et maintenant, une question simple. Pourquoi aurait-on besoin d'un miroir pleine hauteur pour ajuster une perruque? Un petit miroir à main suffirait largement. Construire d'immenses panneaux réfléchissants du sol au plafond, un gaspillage colossal de ressources. Et dans un monde raisonnable, personne ne dépense le budget d'un empire pour de jolies vitres inutiles. Ces panneaux avaient donc une autre fonction. Et le premier indice se cache dans la manière dont ils sont fixés au mur. Prenons le poids. Une plaque de verre de 3 mètres sur 4, avec une épaisseur d'à peine 1 cm, pèse des centaines de kilogrammes. Le verre est un matériau fragile, qui ne supporte pas la flexion. Or, les bâtiments respirent. Ils s'affaissent sur le sol, vibrent sous les pas, sous les attelages qui passent, sous la musique des orchestres. Ils se dilatent et se contractent au fil des saisons. Si l'on scelle rigidement un tel verre dans un mur de pierre ou de briques, il fissurera au premier mouvement thermique du bâtiment. Les bâtisseurs modernes, pour cette raison, utilisent des systèmes d'amortisseurs complexes, des amortisseurs en silicone, des fixations flottantes. Mais dans les miroirs des palais, rien de tel n'apparaît. Ils sont insérés dans des cadres dorés qui font souvent partie des moulures du mur et semblent avoir poussé avec le bâtiment. Pas de boulons, pas de pinces, pas de fixation visible. On a l'impression que le miroir et le mur ont été créés comme un tout, peut-être grâce à un coulage de pierre ou un composé géopolymère versé directement autour de la plaque déjà en place. Cela contredit entièrement la logique de la maçonnerie en briques suivie d'un finissage et indique un assemblage industriel modulaire, où le miroir était un élément structurel du bâtiment et non un ornement accroché à un mur déjà achevé. Et à cela s'ajoute un autre fait qui donne le vertige. Le verre est un corps amorphe, en substance un liquide très visqueux. En 300 ans, sous l'effet de la gravité, il devrait lentement s'écouler vers le bas. Le bas de la plaque devient plus épais, le haut plus mince. C'est une loi de la physique. Pourtant, des mesures précises de vieux miroirs montrent que leur épaisseur est uniforme sur toute la hauteur. Cela implique l'une des deux choses suivantes. Soit ces miroirs sont bien plus jeunes que ce qu'on nous dit, et toute la chronologie est décalée, soit la composition de leur verre est fondamentalement différente. Pas simplement du sable et de la soude, mais un composite résistant à l'écoulement du temps lui-même. Un matériau technogénique de l'éternité. Un élément structurel, un matériau éternel. Un revêtement sous vide de métaux rares. Tout cela ne décrit pas un ornement, mais un appareil. Et si c'est un appareil, alors peut-être que tout ce temps, nous avons regardé un écran éteint. Remarquez une particularité. Avec le temps, beaucoup de vieux miroirs s'assombrissent, devenant semblables à de l'obsidienne noire ou à l'écran éteint d'un smartphone. La science officielle explique cela par l'oxydation. Mais alors, pourquoi l'oxydation est-elle si uniforme? Et pourquoi certains miroirs
garde-t-il une transparence parfaite pendant 3 siècles, tandis que d'autres noircissent entièrement? Peut-être que la question n'est pas chimique, mais liée à une charge résiduelle ou à l'état du matériau lui-même. Nous scrutons ces surfaces sombres, admirant notre reflet, sans même songer que sous la couche de verre peuvent se cacher des circuits et des cristaux dont la fonction nous échappe. Regardons de plus près les cadres. Ils sont presque toujours en métal ou recouverts d'or fin conducteur. Et leurs motifs, spirales, volutes, ornements végétaux, rappellent étonnamment les antennes fractales et les schémas de circuits imprimés, les bobines d'inductance et les résonateurs. Si l'on appliquait à un tel cadre une fréquence ou une tension précise, le panneau lui-même, avec son support métallique, pourrait changer de propriété, devenir transparent, s'illuminer, transmettre une image à distance. Nous regardons un téléviseur éteint et voyons un miroir noir. Un homme du passé, qui aurait eu un smartphone entre les mains, aurait également contemplé son reflet dedans, sans se douter qu'il tenait un appareil de communication avec un autre continent. C'est exactement dans cette situation, semble-t-il, que nous nous trouvons. Nous avons trouvé une technologie étrangère et l'avons adaptée à notre vanité. Et cela explique pourquoi les miroirs étaient si souvent placés face à face, créant d'infinis couloirs de reflets, et pourquoi on les encastrait à demeure, comme s'ils faisaient partie de la structure porteuse. Un écran ne sert à rien sans alimentation. Et c'est là que surgit la question dont la réponse se cachait sous nos yeux, dans ces mêmes salles que nous avons l'habitude de considérer comme des lieux de danse. Les miroirs des palais sont presque toujours placés dans des salles à l'acoustique incroyable, minutieusement calibrées. C'est un indice de plus, car le son et la lumière sont des ondes, et une surface parfaitement lisse, d'une immense superficie, constitue un excellent réflecteur et résonateur. Combinés au plafond en coupole et à la géométrie particulière des salles, ces miroirs pourraient très bien avoir fait partie d'un dispositif ondulatoire unifié. Ajoutez à cela le cristal. Les lustres gigantesques avec leurs milliers de pendeloques ne sont pas qu'un simple luxe. Le cristal est un élément piézoélectrique, c'est-à-dire qu'il génère une charge électrique sous l'effet des vibrations. Et les vibrations ne manquaient pas dans une salle de bal. La musique, le mouvement rythmé de centaines de danseurs, le bourdonnement des voix, le tremblement du plancher. Les miroirs disposés face à face pouvaient fonctionner comme des condensateurs et des amplificateurs de ce champ, accumulant et canalisant son énergie. Dès lors, la salle de bal cesse d'être un lieu de divertissement pour devenir un local technique de production d'énergie. Une immense foule, un mouvement synchronisé, le son de l'orchestre, les vibrations, tout cela déclenchait un processus dont nous avons perdu la compréhension. Nous appelons cela un bal, mais en réalité, cela pouvait être un rituel de mise en marche du réseau énergétique du palais, où les miroirs focalisaient et dirigeaient les flux d'énergie éthérée, éclairant les salles sans une seule bougie. Et cette hypothèse trouve une confirmation inattendue. Les bougies que l'on voit sur les vieilles toiles pourraient très bien avoir été ajoutées plus tard, afin d'expliquer la source de lumière et de dissimuler l'absence de câbles. Car la suie et les graisses provenant de milliers de bougies allumées auraient, en une seule année, ruiné les fresques uniques des plafonds. Or, les fresques de nombreuses salles brillent d'une propreté éclatante, comme si aucune flamme nue n'avait jamais noirci leur surface. La source de lumière était donc autre, et les miroirs en faisaient partie. Il ne reste plus qu'à comprendre où sont passés ceux qui ont construit tout cela, et pourquoi il ne subsiste de toute cette industrie ni plan, ni usine, ni ouvrier. Et il ne reste plus rien. Les véritables plans d'ingénierie pour fabriquer ces géants de verre n'existent pas, seulement des factures de bois et des reçus de salaire. L'histoire officielle se cache derrière une formule commode, le secret de l'artisan. La technique aurait été jalousement gardée et transmise oralement. Mais couler un miroir de 15 mètres carrés,
Ce n'est pas un ornement qu'on soude dans une cave à la bougie. C'est un processus extrêmement complexe qui exige des fours spéciaux, des équipements et des centaines d'ouvriers. Une usine grande comme un terrain de football et des livraisons de matières premières par tonnes, impossible à dissimuler. Pourtant, les archives restent muettes et parfois même portent des traces de nettoyage volontaire. Songez à tous ces incendies de bibliothèques et d'archives au XIXe siècle, à Moscou, à Londres, à Washington, à Saint-Pétersbourg, qui ont réduit en cendres les preuves sur papier. S'ajoute à cela une absurdité statistique. Un seul miroir exige toute une chaîne industrielle. Des géologues pour trouver le sable de quartz le plus pur, sans la moindre trace de fer. Des chimistes, des mineurs, des logisticiens, des bâtisseurs de fours. Mais la population des villes de cette époque, d'après les chiffres officiels, était minuscule. Et sur les vieilles cartes, aucune zone industrielle pour une telle production, seulement des palais, des cathédrales et des casernes. Qui donc travaillait dans ces méga-usines que personne n'a jamais vues? Et pour finir, les premières photographies des capitales au milieu du XIXe siècle. On y voit d'immenses avenues et des bâtiments majestueux, mais presque personne. Des villes vides, de rares silhouettes isolées, comme des passants égarés, parmi des constructions prévues pour d'autres. On invoque la longue pause pour s'en sortir, mais sur ces mêmes clichés, les ombres des arbres, l'eau des canaux, les gens debout sont bien nets. Où sont donc passés ces millions d'habitants qui auraient bâti toute cette splendeur? Tout converge vers une seule conclusion. Au début du XIXe siècle, une catastrophe a eu lieu qu'on appelle le Grand Redémarrage. Les survivants sont arrivés sur les ruines d'une civilisation avancée et se sont installés dans des palais entiers, où le chauffage marchait sans poêle, la lumière sans fil, et où se trouvaient ces fameux écrans. Comme un sauvage qui trouve une tablette et s'en sert de miroir, les nouveaux maîtres ont appelé les écrans des miroirs, les condenseurs atmosphériques des dômes d'églises et les stations du réseau électrique des forteresses. Puis ils ont réécrit l'histoire pour que personne ne se souvienne de l'énergie gratuite de leurs ancêtres. Les miroirs pleine hauteur sont le défaut le plus visible de cette mise en scène. On n'a pu ni les expliquer, ni les démonter, à cause de leur poids et de leur fusion avec les murs. Ils se dressent comme des obélisques silencieux et, selon une version, attendent encore, en mode veille, la clé perdue, ce fameux signal disparu avec l'ancien monde. Voilà pourquoi les puissants de ce monde aiment tant les réceptions privées dans les vieux palais. On dirait qu'ils cherchent quelque chose devant ces miroirs, mais ils n'en ont pas le mot de passe. Et nous, on nous a laissé juste le conte de « Miroir, mon beau miroir » et des guides qui récitent par cœur le savoir-faire des artisans serfs. Il y a eu des affaires, mais tout n'a pas été raconté. Abonnez-vous. Il reste à venir ce que les manuels ont eu.